la plupart des personnes entraîneurs qui disent qu'ils n'ont pas le temps ont le temps. S'ils n'ont pas le temps, ils ont intérêt à être très fortunés. Parce que si tu n'as pas le temps, c'est que tu fais beaucoup de sessions dans la journée et que voilà, donc tu as un très 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 bon revenu et que tu estimes que tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu n'es pas dans cette position qui est très confortable, eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. C'est la première chose. Parce que tu es obligé de t'exposer aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour faire grandir ta marque. Aujourd'hui, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de développer une marque. Et toi, tu peux être ta propre marque en tant que coach sportif, en tant que personal trainer. Et le seul moyen de le faire, eh bien, c'est de le faire à travers les réseaux sociaux, à travers le monde digital. Donc, pour moi, c'est pas une option. C'est quelque chose qu'on doit étudier constamment. Je le répète à chaque fois aux élèves. On doit passer du côté étudiant, analyse, et pas simplement rester dans le côté consommateur. Et malheureusement, beaucoup se contentent d'être des consommateurs au lieu d'être des étudiants. Et un autre truc qui est peut-être lié à ma façon de voir les choses depuis petit et ce côté un peu rebelle face à l'autorité, bien que je ne sois pas rebelle dans le sens où je n'accepte pas les ordres, mais plutôt que je questionne ce qui est dit. Je dis toujours, des gens me disent parfois, oui, mais tu remets en question les dires d'un expert ou d'un autre expert. Et j'ai du mal avec ce terme-là, expert, bien que certains puissent me considérer comme un expert. J'aime pas trop cette connotation, parce que pour moi, les experts ne sont que ceux qui ont osé faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire, c'est-à-dire exposer leur savoir. Et on devient un expert simplement lorsqu'on expose notre savoir et pas simplement par le fait d'acquérir des connaissances. Parce qu'il y a des gens quelque part dans leur chambre qui sont coincés dans leur studio, qui n'ont jamais exposé leur savoir au monde et qui en ont bien plus que peut-être les experts qu'on considère le plus aujourd'hui. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Kevin Ferreira, alias Casse-Suisse sur les réseaux. Kevin est un super mec. Parti jeune aux États-Unis, il découvre le métier de personal trainer. Plusieurs années après, il va en Suisse où il développe aujourd'hui du coaching online et de l'accompagnement pour les professionnels de santé. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Kevin. Son parcours aux États-Unis, la différence entre les USA et la francophonie, sa vision du métier de personal trainer, comment exploiter son plein potentiel, le rôle du mentor dans votre croissance personnelle, comment lancer de nouveaux business et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Kevin. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui là j'ai la chance d'être avec Kevin. Salut Kevin. Salut Andy, merci de me recevoir sur ton podcast. Merci à toi. Pour se chauffer un petit peu là, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Kevin, connu sur les réseaux sous le nom de K-Suite. C'est le blaze qu'on m'a donné quand je vivais aux États-Unis. Donc, voilà pourquoi j'ai gardé ce nom et depuis, il me suit. Et je suis coach sportif, personal trainer. Je m'occupe de tout type de population, de la population athlétique comme monsieur, madame, tout le monde. J'ai récemment transitionné où je forme également les professionnels du sport et de la santé en partageant mes connaissances. Former, c'est un grand terme, encore une fois. Mais voilà, je fais des formations et voilà, je partage mon savoir au quotidien sur différentes plateformes à travers des formats audio, podcasts, des formats vidéo, YouTube, etc. Excellent, excellent. J'avais écouté justement un podcast de toi. Tu as commencé aux États-Unis, c'est ça? Exactement, oui, à New York. Ouais. Ok. Et comment tu as atterri du coup à New York, aux États-Unis? Ah, alors c'était, ça n'a rien à voir avec le coaching en soi, hein. C'était toujours, New York était ma ville de rêve, donc je voulais tout simplement m'y rendre pour y vivre et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, le coaching est venu là-bas quand j'étais sur place parce que j'ai rencontré mon mentor fitness qui m'a un peu inculqué à cette culture
en tant que professionnel vraiment du sport, qui m'a inculqué les bonnes valeurs également. Je le dédicace, je crois, dans tous les podcasts que j'ai fait. Donc, salutations à mon gars AB. Et voilà, depuis, j'ai vraiment développé une passion pour ça. Et j'ai décidé de m'y consacrer à 100%. À la base, j'étais plutôt du côté athlète, sportif. J'étais dans les sports de combat. J'ai dédié une grande partie de ma vie jusqu'au moment où je me suis dit que je voulais transitionner et je ne voyais pas de futur en tant que moi professionnel là-dedans. Du coup, voilà, j'ai décidé de rester dans le milieu qui me passionne et aujourd'hui, je suis très content de cette transition. Ok. Et c'était à quel âge que tu es parti du coup aux States? 20 ans, 20 ans. Ok. J'avais 20 ans. Voilà, j'en ai 30 aujourd'hui. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as, le Kevin tout petit et le Kevin justement qui est dans le sport de haut niveau, qu'est-ce que ça t'a appris? Quels sont les enseignements qui t'ont permis aujourd'hui aussi d'en arriver là? Je suppose que tu as des enseignements qui t'ont permis d'avancer et de développer ton business. Tu parles des enseignements que j'ai appris dans cette quête de devenir un professionnel du sport. Ouais. Bon, franchement, j'en ai appris énormément sur la psychologie de l'être humain. Parce que c'est vrai que quand tu commences, tu es dans les livres, etc. Tu apprends la science, l'anatomie, les trucs basiques. Et petit à petit, tu développes d'autres connaissances à travers d'autres cursus. Et quand tu arrives sur le terrain, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de travailler avec des êtres humains et que ça va bien au-delà de ce que tu as pu apprendre dans les livres, dans tout ce qui est formel, si on veut. Et tu te rends compte que tu dois avoir une certaine capacité à comprendre l'être humain qui est en face de toi, à développer de l'empathie. Ça, c'est quelque chose de très important que je partage également avec les professionnels que je mentor ou qui font mes formations. Je pense que c'est la qualité la plus importante dans notre milieu parce que c'est un truc que je répète constamment. Nous, on aime vraiment ce milieu. C'est notre passion, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous force à faire ce qu'on fait, à s'entraîner. On n'a pas besoin d'avoir ce sentiment de responsabilité envers autrui. Mais les personnes qui nous engagent, elles, eh bien, elles ont besoin de ça. Et puis, c'est pas leur premier domaine, c'est pas leur passion. Donc, on doit avoir cette empathie, on doit savoir communiquer avec eux. Donc, je dirais que j'en ai appris énormément sur la communication, la psychologie de l'être humain et ma façon d'adapter ma science, mes connaissances sur le terrain. Donc, ça, c'était vraiment un gros changement en passant de l'athlète à le coach qui travaille avec monsieur, madame, tout le monde. Et comment tu en as pris conscience de ça? Ben écoute, c'est que tu appliques, je pense que c'est vraiment une gifle que tu te prends. Je pense que tu es déjà passé par là, vu que tu es du milieu, ben, tu arrives sur le terrain et tu es en train de pratiquer ce que tu as vu dans les livres, ce que la théorie te donne, et tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, que les êtres humains sont des systèmes complexes et qu'il y a plein de variables à prendre en considération. Et par conséquent, tu dois apprendre à réfléchir en système complexe et pas en système linéaire. Donc, c'est pas aussi simple que de dire, OK, voilà, cause, effet, je fais cet exercice, voici le résultat. Non, il y a plein de trucs à adapter. Donc, c'était vraiment des conséquences de certaines réponses ou résultats que j'ai eu sur le terrain avec les clients. Et je me suis dit, OK, là, il y a des trucs à adapter. Ça se passe plutôt comme ça. Voilà comment je dois ajuster mes entraînements, ma programmation et ma façon de communiquer. Donc, c'est vraiment sur le terrain, quoi. Et je pense que c'est le meilleur truc qu'on puisse apprendre en tant que professionnel. Et c'est pour ça que je le recommande à tout le monde. Je pense que les meilleurs coachs, ou du moins ceux avec qui j'ai appris, et moi, en étant dans le milieu depuis un moment maintenant, les meilleurs coachs sont ceux qui ont vécu énormément d'expériences avec un grand nombre de clients. Parce que tu es exposé à tellement de trucs qu'au final, tu apprends à t'adapter, tu retrouves certaines similarités avec un client, puis avec un autre client, tu arrives à avoir certaines conclusions, tu arrives à te débarrasser éventuellement de certains trucs qui ne fonctionnent pas. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, accumuler du volume de travail avec des clients, ça enrichit énormément notre pratique. Je ne sais pas Excellent. si tu es d'accord avec moi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est clair que heu, moi, je l'ai bien vu quand j'ai démarré dans des fitness, on va dire, généralistes. Le fait d'avoir effectivement des populations de personnes qui sont complètement différentes, à la fois en termes de personnalité, en termes d'objectifs ou autres, bah, tu es obligé, voilà. Au début, tu es pas à l'aise parce que du coup, comme tu démarres, tu jongles à travers différentes choses, mais tu aperçois que c'est cette variété de personnes qui fait que, bah, au fur et à mesure des années, tu te dis: «Ah ouais, il y a ce type de profil de personne, je suis à l'aise ou ça me convient». Il y en a d'autres peut-être, voilà, le feeling est moins présent et du coup, ouais, je pense que c'est un truc que je dis souvent à mes élèves d'essayer de tester, de coacher, même des personnes où on n'est pas forcément à l'aise pour te faire une idée, tu vois? Et c'est clair que,
le plus difficile, et comme tu l'as dit, c'est le côté empathique. Le côté, pour moi, c'est que des relations humaines, hein, le business du personal training. Et clairement. c'est une recherche, voilà, tu travailles sur ça tous les jours, et au fur et à mesure, tu deviens meilleur. Ouais, Et et du coup, même au-delà toi, de l'aspect, excuse-moi, au-delà de l'aspect même personnalité, dans l'aspect même technique des choses, pour ceux qui sont plus axés là-dessus, eh bien, tu vas travailler avec des populations qui ont des besoins différents, qui ont des pathologies différentes. Tu vas en apprendre énormément sur différentes pathologies dont tu n'avais jamais entendu parler. Donc, de ce point de vue-là, ça enrichit énormément tes connaissances. Donc, mhm, à partir de là, tu arrives à développer une plus grande librairie de connaissances. Et là, c'est super intéressant sur le terrain. yes. Et du coup, quand toi, tu étais sportif, comment tu as fait cette transition personal training? Comment tu t'es formé? Quels ont été le début pour toi? Comment tu t'y es pris? Alors moi, c'est particulier parce qu'à la base, je voulais vraiment pas faire coach sportif. J'étais un peu dans le déni, si tu veux, tout simplement parce que j'ai un peu la dégaine du coach sportif basique, si on veut. Et à chaque fois qu'on me posait la question, ah, t'es coach sportif, eh bien, j'étais tout le temps pas dans le déni, mais c'était un peu une attaque personnelle. Non, tu me mets dans une catégorie et j'aimais pas trop ça. Et bien entendu, je n'appréciais pas encore toutes les complexités du métier et toutes les valeurs qui sont cachés derrière ce métier, qui en surface paraît assez basique. Et du coup, j'étais un peu contre cette idée, jusqu'à ce que je rencontre justement mon mentor. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on me posait à chaque fois la question, t'es coach sportif, t'es coach sportif. Et moi, je voyais que dans ma carrière en tant que moi, sportif, athlète, j'allais arriver nulle part, ça devenait très cher parce que je vivais à New York, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de moyens non plus. Du coup, aller dans différentes salles, surtout moi, voilà, je faisais du MMA, donc j'étais dans différentes salles. J'avais une salle de boxe, une salle de jiu-jitsu, MMA, etc. Donc, c'était des cotisations qui étaient relativement chères, même si, en tant que compétiteur, pour les salles, j'avais un tarif préférentiel. C'était quand même plusieurs centaines de dollars par mois, ce qui était très élevé pour moi. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un truc. Et du coup, j'ai décidé de transitionner. J'ai commencé avec des cursus de personal trainer. Ensuite, j'ai continué dans le secteur privé. J'ai continué après avec une école de thérapie manuelle également parce que j'ai voulu en apprendre plus sur tout ce qui tourne autour de la thérapie manuelle. Je voulais en apprendre plus pour pouvoir accéder aux cours que mes collègues physio, kiné, ostéo, etc. avaient accès. Donc, c'était très Et, intéressant et c'est un peu le cursus que j'ai fait. cette culture de vouloir toujours te former et tout, petit, t'étais comme ça? Vouloir apprendre, vouloir apprendre, vouloir apprendre? Ça t'est venu Alors, comment? j'ai toujours été curieux et j'ai toujours remis en question l'autorité en questionnant le pourquoi derrière ce qu'on enseignait. Donc ça a toujours fait partie de moi. Et ce que j'ai apprécié justement avec ce monde du coaching, c'est que il y avait cette opportunité d'apprendre de différents professionnels qui offraient différents cursus. Et en gros, ça sortait un peu de ce modèle académique de base où on donne plein de trucs, où au final, tu vas uniquement utiliser un ou deux trucs parmi toutes les choses que tu as appris. Et là, du coup, tu te retrouves dans un secteur où tu peux sélectionner toi exactement les différents thèmes, les différents sujets que tu aimerais élaborer. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant directement dès le début. Et je me suis dit, OK, moi j'ai besoin de ça parce que dans la pratique, je veux sélectionner uniquement les trucs qui m'intéressent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été mon modèle et je le dis à tous mes élèves. Je trouve sincèrement que ça ne sert à rien d'apprendre pour apprendre. Moi, je le dis à chaque fois, quand je rencontre un problème, là, je vais trouver une solution. Et là, je vais me diriger vers un sujet, le sujet que je veux développer, rechercher les experts dans le domaine, apprendre de ces différents experts. Et en gros, je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est ce que j'ai apprécié directement dans cette industrie de la santé et du fitness, entre autres. Et j'ai perdu le fil conducteur. La question, la question Ouais. était, Non, non, je disais que, ah, cette curiosité. La cette curiosité, c'est ça? curiosité, ouais, de Non, vouloir toujours, après, voilà, la curiosité, comme je le disais, c'est quelque chose qui vient, bien entendu, on est passionné, donc on est toujours, on veut toujours apprendre plus. Mais cette curiosité est venue du fait que j'ai travaillé avec énormément de clients et qu'à chaque fois, bah, je rencontrais de nouveaux problèmes. Donc, à la base, j'ai jamais voulu rentrer dans le monde de la nutrition. Mais tous les clients me demandent des conseils en nutrition, des guides en nutrition. OK, comment je fais? OK, bah, je vais me former là-dessus. Des clients qui ont des problèmes articulaires. OK, comment je fais? Bah, je vais me former là-dessus. Des clients qui ont tel problème. OK, je vais me former là-dessus. Et ça a toujours été ça, en fait. Donc, cette curiosité est venue euh, simplement parce que ça fait partie de mon travail et que j'ai toujours voulu procéder comme ça de manière intègre et chercher à offrir le meilleur service à mes clients. Donc, ça s'est toujours fait de cette façon-là et j'alimente toujours cette curiosité aujourd'hui dans plein de domaines, dans tous les domaines qui me passionnent quelque part. ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, je m'aperçois là que, enfin, par exemple, en France, il y a 2 styles. Il y a
bon, genre, j'ai mon diplôme, je ne me forme plus parce que j'ai mon diplôme et je suis le meilleur du monde. Ou Mhm. sinon, il y a ce que j'appelle un peu le syndrome aujourd'hui de la formation, de la certification. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont partis tous les week-ends en formation. Ils font, je pense, voilà, ils veulent avoir le CV le plus impressionnant. Le problème, c'est qu'en faisant des formations toutes les semaines, tu n'as pas le temps de mettre en application ou ça va, comme tu dis, ça va peut-être pas te servir, tu vois. Et Exactement. tu vois, c'est un peu faut trouver le juste milieu, du coup, entre qu'est-ce qui va te servir, tu vois. Moi, il y a Mhm. plein de choses je suis un peu comme toi, je suis curieux. Il y a plein de choses que j'aimerais aussi euh, faire. C'est un peu l'erreur que j'ai faite à l'époque où je faisais énormément de choses parce que Mhm. j'étais curieux. Le problème, c'est que, voilà, comme tu dis, à un moment donné, si j'ai besoin de certaines compétences ou de certaines connaissances, voilà, problème, solution. Où est-ce que je peux aller pour résoudre ce truc, tu vois? Et Mhm. c'est là où j'ai l'impression que certains coachs se perdent dans la multitude de formations qu'il peut y avoir. C'est qu'à un moment donné, ouais, trop de formation, je pense, tue la formation. Enfin, je sais pas ce que tu Je en penses. Je suis complètement d'accord avec toi j'ai ce discours constamment et je tiens à dire que j'ai ce discours parce que comme toi, enfin les deux on est passé par là, c'est-à-dire que on a fait cette erreur et on essaie de faire en sorte que les autres ne la fassent pas. Parce qu'au début, c'est vrai que j'étais un peu ce geek qui fait, je passais mon temps sur PubMed, je cherchais, je faisais de nouvelles formations, j'achetais des nouveaux livres, etc. Et j'étais constamment dans l'apprentissage et c'était devenu un peu maladif. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais j'ai fait une diète de musique et de divertissement pendant très longtemps, pendant plusieurs années. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé mon podcast également. Je sais pas si voilà, tu as déjà écouté le Kesu Show, mais en gros, j'ai tout le temps que je consacrais à écouter de la musique, à regarder des vidéos, regarder des films, etc. Et bien pendant un moment, je me suis dit, et ça pendant plusieurs années, je me suis dit, j'arrête. Et à chaque fois, je vais essayer d'utiliser ce temps à profit. C'est-à-dire que je vais continuer à m'éduquer sur mon domaine. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'écoutais constamment des podcasts, je réécoutais des formations, des séminaires, des webinaires, etc. J'achetais des trucs, etc. Et j'ai fait que ça pendant des années. Donc aujourd'hui, les gens me demandent comment, Kev, tu fais pour parler devant ton podcast. Ça fait plusieurs années que tu as ton truc, tu parles, il n'y a pas d'editing, etc. C'est parce que pendant des années, j'ai fait que ça. Donc chaque minute que j'avais, je les ai mises à profit. Dans le métro, je lisais mes livres. Donc il n'y avait pas un moment où j'étais dans le divertissement. Et aujourd'hui, ça paye. Donc, comme quoi, l'investissement à ne pas négliger. Yes. Et du coup, tes premières formations, tu les as fait aux États-Unis, c'est ça? Exactement. Ouais. J'ai tout fait. Ok. J'ai rien fait dans la francophonie. Et qu'est-ce qui t'a plu parce que j'ai jamais eu l'occasion du coup de faire des études aux States. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans l'enseignement? Comment ça fonctionne du coup les formations? Est-ce que c'est des cursus courts, mais du coup plus échelonnés dans le temps pour que tu puisses mettre en place des choses? Ça se passe comment? Enfin, ce que tu Il as pu vivre toi. il y a plein de modèles. Moi, j'ai fait plein de modèles. J'ai fait autant les cursus en présentiel où ça dure quelques mois en classe. Après, j'ai fait comme je t'ai dit, les études plus longues, processus un peu plus académique. J'ai fait après les certifications que tu peux faire à distance. Donc, Qu'est-ce qui t'a le j'ai fait plus tout le modèle. surpris peut-être par rapport à ça? Ou par rapport à des choses que tu as peut-être pu faire en Suisse ou en Europe en termes de formation? Est-ce qu'il y a des gros changements en termes d'apprentissage Bon, alors maintenant, je peux te dire ce qui est différent parce qu'avec le recul, je sais ce qui se fait dans la francophonie. Mais au moment donné, je ne savais pas vu que c'était ma première expérience et que j'ai tout commencé là-bas. Mais c'est très systématisé là-bas aux États-Unis. C'est-à-dire que déjà, c'est un métier qui est un métier à part entière. Je sais que en France également, tout est bien légiféré. Mais en Suisse, ça ne l'est pas, par exemple. En Belgique, je sais pas Belgique non exactement. plus, c'est pas non, il y a pas Voilà, de c'est pas pas de très- diplôme pour l'instant voilà, spécifique, ouais. exact. Mais là-bas, ils ont des instituts, plusieurs instituts, des organisations qui ont créé leur certification et qui sont reconnus. Et avec ça, ça te garantit quelque part un emploi dans une salle de sport, etc. En tant que personal trainer. Après, si tu veux avoir accès aux certifications de strength coaches, il faut que tu aies un bachelor. Ce qui est marrant, c'est que ça peut être un bachelor en n'importe quoi. C'est-à-dire que OK. tu as un bachelor ou un associate en n'importe quelle filière, et ben tu peux appliquer pour passer ce diplôme qui est un peu plus reconnu dans le monde de la préparation physique. Mais sinon, ce qui est intéressant comparé à ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, tout est très systématisé, c'est-à-dire que tu peux passer ton cursus de personal training avec des applications sur ton portable, tu reçois des livres, tu lis, tu fais tes études à distance et c'est très bien fait. Je dirais que c'est très, 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 très bien fait comparé à des cursus que tu peux voir en présentiel ici, par exemple, dans la francophonie. Les gars sont vraiment en avance. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est
l'avance tout simplement que les pays anglo-saxons ont sur les pays francophones. Et de par mon analyse des choses, eh bien, c'est dû à la barrière de la langue parce que, bien entendu, la plupart de la recherche est faite là-bas ou est faite en anglais, du moins même quand elle est faite chez nous, c'est écrit en anglais, c'est publié en anglais, etc. Mais il y a un gros investissement. Le monde du sport, c'est énorme en Amérique du Nord. Donc, bien entendu, il y a les finances derrière, ce qui veut dire que finances, recherche derrière, etc. L'avancée se fait beaucoup plus rapidement. Et on a créé cet écart avec la barrière de la langue parce que le temps qu'un ouvrage soit traduit et amené dans la francophonie, eh bien, ça décale vraiment le processus. Aujourd'hui, je pense que ce décalage se réduit de par les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas autant d'experts sur les réseaux sociaux qui affichaient leurs connaissances. Donc aujourd'hui, vraiment, on est en train de combler ce fossé entre ce qu'il y avait aux États-Unis, en Amérique du Nord de manière générale, Canada et États-Unis, et ce qui se fait dans le reste du monde. Mais je pense que la barrière de la langue, ça a été un gros aspect qui a toujours créé cet écart-là. Après, voilà, comme je l'ai dit, il y a les finances derrière, il y a une culture. Il y a une culture du sport qui est totalement autre que ce qu'on peut rencontrer dans la francophonie. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Parce que ça fait partie de la vie des gens. C'est-à-dire que tu parles à monsieur, madame, tout le monde, le sport, c'est quelque chose d'important dans leur vie. Tu vois, que ce soit ce que tu vas regarder à la télé, les matchs que tu vas regarder, les combats, peu importe, et leur pratique. Les gens, alors c'est le pays des extrêmes, hein, les États-Unis. C'est-à-dire que tu vas avoir les gens super obèses qui font rien du tout, et tu as les gens qui sont au fitness tous les jours, etc. Et bien entendu, c'est la beauté du pays, peut-être, ou le problème du pays, je dirais. Mais voilà, je pense que c'est vraiment culturel et le fait qu'il y ait les finances derrière et que ça fait qu'il y a cette avance et cette systématisation qui est possible et qui viendra peut-être chez nous dans la francophonie. Et comment tu as senti aussi l'énergie au sein même des personal trainers? Ah, alors ça, c'est l'énergie, je pense que c'est toujours quelque chose qui est difficile à décrire parce qu'on ne peut pas placer de mots exacts Oui. sur ce que Alors, c'est, mais en fait, on se comprend. pourquoi je te pose cette question? C'est que je pense que j'en parle à tous les podcasts. Ce que je regrette le plus sur le marché francophone, c'est-à-dire voilà, Suisse, France, Belgique, parce qu'on est tout proche et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personal trainers dans ces 3 pays. Néanmoins, tu vois, il n'y a aucun événement où, quand il y a certains événements, il y a 50 personnes, 60 personnes qui se déplacent. Alors que moi, depuis très longtemps, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le fitness, je m'aperçois que de l'autre côté, il y a des événements où il y a 3000 personal trainers qui se réunissent pendant 4 jours. Il y a de l'affiliation qui se fait entre personal trainers. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même énergie. Alors, je sais que ici, on a des problèmes liés à l'argent. Il y a plein de trucs sur le business ou autres qui sont encore un peu compliqués. Mais j'ai l'impression que on n'arrive pas à fédérer, tu vois. On est plus ici, j'ai l'impression. Alors, un peu moins parce que forcément, j'ai aussi des amis personal trainers, on peut faire des choses, mais c'est un peu conflictuel, tu vois. Quand tu parles à un personal trainer, tu as l'impression que si tu lui en dis trop, il va te piquer ses idées, machin. Alors que j'ai l'impression de l'autre côté, aux États-Unis, c'est l'ouverture, quoi. Et ils ont compris que pour faire du business, il fallait connecter avec les autres. Je sais pas ton avis et ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Et ça, encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que encore une fois, c'est culturel et c'est pas lié au sport. Là-bas, il y a un dicton qui est souvent utilisé, c'est la collaboration prime sur la compétition. Tu vois, et je pense que c'est un truc qu'on n'a pas forcément compris et c'est un discours que je prêche aussi parce que j'ai été, bien entendu, très américanisé et c'est quelque chose qui me correspond. Mais après, il y a toujours dans notre métier, il y a beaucoup d'ego. Donc, peu importe où tu vas aller dans le monde, il y aura toujours de l'ego. Après, c'est vrai que dans la francophonie, c'est peut-être un peu plus prononcé. Mais de manière générale, comme tu l'as dit, tu vas retrouver des événements avec beaucoup plus d'investissement, tout simplement parce que c'est un milieu qui génère plus aussi. Tu comprends? Donc, tout est lié. Et quand je te parle de culture et de finance, au final, c'est ça qui fait grandir une industrie. Mais ici, on n'est qu'au début. Donc forcément, quand on arrivera à débloquer plus de moyens, je pense que ça va se démocratiser un peu plus et qu'on aura ce genre d'événements, qu'on aura ce genre de collaboration, qu'on aura voilà, cet échange d'énergie dont tu parles. Et je pense que ça va venir. Ça va venir avec le temps, ça va venir avec un changement peut-être de mentalité aussi. Mais ça, c'est clair que l'énergie, de manière générale, c'est un truc qui est très, très différent entre la francophonie et les pays anglo-saxons. Et tu vas vraiment retrouver ce truc où quelqu'un va dire, OK, toi, tu es bon à ça. OK, on dit, toi, tu es bon à ça. Toi, tu as un podcast.
tu sais très bien communiquer. Moi, je suis bon à ça en marketing. Ok, viens, on fait un truc ensemble. Et c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé directement aux États-Unis. Et encore une fois, ce que je dis ici, c'est assez transversal, ça s'applique dans tous les domaines là-bas et que je ne retrouve pas ici. Ici, on est vraiment plus dans la compétitivité et dans, hey, c'est ma place à moi. C'est moi qui suis devant la scène, où j'ai envie, toi, tu es devant la scène, ok, moi aussi, j'ai envie d'être devant la scène. Alors que là-bas, il y a plus un milieu de, voilà, on comprend qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vrai que c'est très culturel. Ouais, il y avait un truc qui m'avait marqué, alors ça date, hein, je crois que c'était, je sais plus, en 2006-2008, où j'avais vu qu'un mec, tout sur les abdos, ça te parle pas un PDF, tout sur les abdos? Exact. Et lui, c'était la stratégie marketing d'email. Ouais, Exact. et lui, tout son business, il faisait, je crois, il générait 1 million de dollars de chiffre Ouais. d'affaires par mois avec un Hein, PDF. Et en exact. fait, sa stratégie, c'était quoi? C'était qu'il donnait 90% d'affiliation Hein, à tous les gens qui avaient une audience. Et même moi, du hein, coup, à l'époque, j'avais testé l'affiliation et je touchais effectivement 80. Alors, c'était, je sais plus, 27 $ ou je sais plus, 37. Et le mec, en fait, alors après, il avait traduit son PDF en toutes les langues et tout. Et en fait, ouais, voilà, c'est il smart. récupérait. Et tu vois, la logique de se dire, putain, mais en fait, je donne 90% de ce que j'ai créé à une autre personne. Mais il avait Hein, compris que les intérêts cumulés, il faut mieux ouais, effectivement que des millions de personnes essayent de vendre ton truc et que tu récupères simplement 10% du truc que ouais. d'essayer de vendre. Et j'avais trouvé ça assez exceptionnel, quoi. Non, les gars sont super smart. Businessment parlant, c'est difficile de faire mieux que l'Amérique du Nord. C'est Ouais, difficile. c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, toi, tes débuts, tu te souviens un petit peu comment ça s'est passé? Parce que souvent, voilà, le démarrage est compliqué. On s'aperçoit aussi que voilà, en France, alors je n'ai pas trop les stats Suisse-Belgique, mais la carrière d'un coach, c'est 2-3 ans parce que généralement, tu galères et du coup, comme tu n'arrives pas à générer de l'argent, tu arrêtes. Comment ça a été, toi, les débuts? Alors moi, j'ai de la chance parce que j'ai toujours eu un esprit de débrouillard. J'ai toujours du mal à traduire ce terme parce qu'il n'y a pas d'équivalence en français, mais on dit être un hustler. Donc un hustler, Mmh. normalement, il y a une connotation qui est négative, c'est-à-dire à la base, le mot hustler veut dire vendre de la drogue, etc., vendre des trucs illégaux dans la rue. Et en Amérique, ça s'est transformé en t'es un débrouillard, tu charbonnes en gros. C'est ce que ça veut dire. Et en gros, c'est une qualité que j'ai toujours eue, peu importe le domaine. Donc, j'ai toujours su aller chercher le business là où il y était. Et c'est la qualité que je prêche également chez tous mes élèves. Je leur dis, les gars, ce métier, c'est un métier d'hustler, c'est un métier de débrouillard, c'est un métier de charbonneur. Tu ne peux pas trop poser sur tes diplômes. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait auparavant, c'est également un de mes gros coups de gueule. Les gens qui me demandent parfois, OK, mais est-ce que ton truc là, il est certifié? Est-ce que je serai certifié? Pour moi, tu poses déjà la mauvaise question. Tu vois, tu n'as rien compris. Tu as déjà perdu. Avec cet état d'esprit, tu as déjà perdu. Parce qu'aucun client, à ce jour aujourd'hui, je travaille avec des célébrités. J'aime pas trop ce terme non plus, mais les faits sont les faits, avec des célébrités, avec des athlètes du plus haut niveau, dans les plus hautes ligues. Et jamais personne m'a demandé un diplôme. Tout le monde s'en fout des 3 lettres, des acronymes qu'on a donnés à des diplômes. Et les coachs s'attachent à ces trucs-là. Mais tu ne vas que impressionner les autres coachs. Donc, ce que tu dois chercher, c'est le savoir. Ce n'est pas les acronymes, les 3 lettres que tu vas retrouver, 3, 4 lettres d'un diplôme. Donc voilà, le coup de gueule est passé sur ton podcast. On dit, mais c'est important pour moi de le dire. Parce que mes débuts, ça a été ça. Mes débuts, ça a été, OK, j'ai mon diplôme, ça ne va pas tomber du ciel. Et beaucoup de gens pensent que justement, ça va tomber du ciel et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et du coup, ils finissent par transitionner. Donc moi, j'ai fait les démarches directement. Et à chaque fois, eh bien, j'en parlais. Tu vois, c'est le premier truc que je dis à mes élèves également. Déjà, ayez l'apparence d'un coach. C'est-à-dire que vous allez attirer une certaine attention et ça va éventuellement initier une conversation. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez pitcher votre service, offrir une session, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait à chaque fois. J'ai offert des sessions, j'ai entraîné des gens gratuitement. J'allais Tu as démarré dans volontairement. des clubs? Tu as démarré dans des Globo Gym ou comment? Non, j'ai démarré moi directement en tant qu'indépendant et c'est ensuite que je suis allé dans une salle de sport en parallèle à mes clients en tant qu'indépendant parce que je voulais en apprendre plus. J'étais dans la plus grande salle de sport des États-Unis qui s'appelle Equinox, qui est une grosse chaîne. C'est la chaîne la plus carrée, je dirais, que tu vas retrouver, ou que j'ai vu jusqu'à ce jour, tout simplement parce que c'est du haut de gamme, c'est du très haut de gamme, c'est là où les gens les plus fortunés vont, c'est là où toutes les célébrités vont. C'est un peu une mini-université également pour les coachs, c'est-à-dire qu'il y a des Ils font des formations à publicités de l'intègre. fou, ils font des Ouais, publicités où tu les exact. mettrais ici en France, les gens comprendraient pas parce qu'ils sont trop en avance, quoi.
Et c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, moi, j'ai failli être dans une de ces pubs-là parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais mon mentor, un de mes mentors qui était chez Equinox, parce qu'il y a différents niveaux. Donc, ce qu'on appelle le Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier X. Donc, différents niveaux de personal trainer. Et souvent, les Tier X étaient sélectionnés pour faire ces vidéos shoot. Et c'est des vidéos de pub de foot. T'as envie d'aller t'entraîner, quoi. Ah Et ouais, c'est à ouais. l'américaine, c'est à l'américaine. Ils font tout à l'américaine. Et bref, pourquoi je disais ça? Non, du coup, j'ai commencé moi en faisant les démarches et volontairement, j'allais chercher des événements. Il y avait des sites à l'époque qui s'appelaient Meetup, des trucs comme ça où tu pouvais aller rencontrer des gens, où tu savais qu'il y avait des événements sociaux dans un bar, dans un truc. J'y allais volontairement et pour rencontrer des gens, déjà parce que je suis nouveau dans une ville et que je dois développer mon business. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, quand on était en salle de sport, bien entendu, en salle de sport, ils avaient un système, encore une fois, pour euh, approcher les clients et essayer de vendre son service. Donc ça aussi, c'était très systématisé, c'était très carré et c'était pas simplement, OK, tu t'attends derrière le comptoir et tu attends que les choses tombent du ciel. Tu dois faire les démarches pour aller chercher les clients. Et voilà, donc j'ai toujours appliqué ça jusqu'à ce jour. Aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire, bien entendu, mais ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'alternative. Tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, toi qui es dans le Mm. milieu depuis bien plus longtemps. Tout à fait. De toute façon, quand tu es dans le pied du mur et que tu n'as pas d'autre choix, il faut que tu te trouves. Tu vois, et la première chose que tu as dite, c'est en parler, tu vois. Et il y a des fois, je suis persuadé que certains membres de ta famille ou tes amis ne savent pas réellement ce que tu fais ou ce que tu vends, tu vois. Et Mhm. simplement utiliser déjà ton réseau très proche, tu pourrais déjà capter les premiers clients. C'est une évidence. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'ose pas, tu vois. On n'ose pas une nouvelle fois de se dire, bah voilà, on fait ceci, on fait cela, voilà ce que je peux t'apporter. Aujourd'hui, on a quand même un métier qui est assez exceptionnel et qui permet de vraiment aider les gens. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aider beaucoup de gens, tu vois, sur cette Mhm. terre. Là, Et j'ai je dit, on pense fait le qu'on plus beau en, métier du monde. ouais, je pense qu'on n'en parle pas Clairement, assez, du coup. Tu vois, on n'en hein. parle pas assez. Je pense Non, que tu vois, clairement, même mes voisins là à côté, bon, j'ai pas été tous les voir. Je suis persuadé ils que si savent je pas. fais non, mais si je faisais ce réel travail ou autre, je pourrais en récupérer, tu vois? Bien sûr. Non, mais moi je dis toujours, je dis, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre comment tu peux galérer en tant que personal trainer. Je dis toujours parce que tu peux que te blâmer toi-même parce que la clientèle est là. La clientèle est là. Et il y a plein de modèles différents qui s'offrent à toi en fonction de la clientèle que tu as à disposition. C'est-à-dire que tu peux avoir le high ticket, les gens qui vont payer le prix le plus élevé, mais tu peux avoir des gens qui vont payer 10 balles. OK, mais si tu as 6 personnes, 10 personnes, 15 personnes qui payent 10 balles, bah voilà, tu as fait ton heure et puis tu peux gagner bien ta vie. Et après, c'est à toi, bien entendu, de t'exposer, comme tu l'as dit. Et il y a différentes stratégies. Mais aujourd'hui, le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille, de toute façon, quoi qu'il Mmh. arrive. Et, euh, et si tu commences avec ton entourage, comme tu l'as dit, offrir des sessions gratuites pour commencer, t'exposer, le dire aux gens, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre alternative. Donc, je pense que aussi, tu vois, quand on parle des cursus classiques, je pense qu'on devrait mettre plus l'accent là-dessus. Tu vois, on devrait nous dire, OK, les gars, la réalité du terrain, c'est ça. Vous allez sortir avec un diplôme, tout le monde s'en fout de tous les petits muscles que vous connaissez. Le terrain, c'est ça. Vous allez devoir être un hustler, vous allez devoir chercher vos clients. Voilà comment il faut se comporter. Et je pense que si les gens étaient déjà conditionnés à penser de cette façon-là, ils auraient beaucoup plus de résultats businessment parlant en tant que personal trainer, en tant que coach sportif. Ouais, bon, le problème, c'est que les formations ne t'enseignent pas à développer à avoir une carrière. Ils t'expliquent juste, on va dire, comment être on va dire un professionnel techniquement, voilà, plus ou moins correct, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais. Après, moi, j'ai de la chance et je pense que après, vu qu'on connaît tous les limites du parcours académique, en espérant que par la suite, ça va changer avec le temps, mais c'est là qu'on retrouve la valeur d'avoir des mentors. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors, je les ai mentionnés ici. Mon mentor fitness de base, maître, mon maître Yoda, qui m'a inculqué tout ça, mais qui, lui, m'a branché avec d'autres mentors. Et j'ai eu l'occasion d'avoir accès justement à d'autres mentors avec qui j'ai passé peut-être un peu moins de temps, mais avec qui j'ai énormément appris. Et j'ai eu des mentors qui est un peu plus axés sur le côté technique, et j'ai eu des mentors axés un peu plus sur le côté business, dont un mentor à moi que j'ai suivi, et c'était strictement pour l'aspect business. J'ai, tu Oui, mais vois, toi, qui est propre tu équipe. avais le mindset de chercher, tu vois, un mentor ou Ouais, autre. Je bien sûr. m'aperçois qu'aujourd'hui, si tu veux, alors moi, tu vois, 20 ans en arrière, j'aurais adoré avoir des personnes qui, enfin, tu vois,
que je puise un petit peu leur savoir. Aujourd'hui, bon, tu vois, ça s'est démocratisé. Il y en a de plus en plus qui parlent de business, de personal training, comme toi, comme plein d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de personnes et de gens intéressants, mais je m'aperçois encore une nouvelle fois que les personal trainers sont frileux, tu vois, d'aller, d'avoir son mentor. Ou tu vois, j'ai entendu, il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais je veux me débrouiller tout seul parce que je veux me prouver que je suis capable de et j'ai besoin de personne, tu vois. Non, mais tu vois, il y a encore aussi, c'est une fierté mal placée. Ouais, comme si le fait d'être accompagné par quelqu'un, c'était un échec, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Alors que bizarrement, on est dans l'univers du coaching, donc ça paraîtrait, enfin, tu vois, moi, je me dirais, j'aurais des difficultés à vendre du personal training si moi-même, j'étais pas capable de me faire coacher, tu vois ce que je veux dire? C'est assez paradoxal dans le monde du fitness où on prêche certaines valeurs qu'on n'applique pas dans d'autres domaines. Et ça, c'est connu, hein, malheureusement. Et je pense que c'est un mauvais état, un mauvais état d'esprit, particulièrement pour cet aspect-là, qui est l'aspect du mentorat. Je pense qu'il y a énormément de valeur à apprendre de quelqu'un, apprendre de ses erreurs. Je pense que je suis encore fan d'apprendre de ce qu'on appelle via negativa, en gros par soustraction. Donc apprendre par soustraction plutôt que d'apprendre par addition. C'est-à-dire que l'idée toujours, c'est plutôt d'apprendre de ce qu'il ne faut pas faire plutôt que d'apprendre ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire, il y a trop de variables à prendre en considération, c'est très individuel, c'est assez complexe de dire exactement ce qu'il faut faire. Par contre, on arrive à être plus ou moins d'accord sur ce qu'il ne faut pas faire. Et apprendre des erreurs de tes mentors, ça a énormément de valeur. Et moi, j'ai toujours vu ça de cette façon-là. Et ça m'a permis personnellement d'éviter un bon nombre d'erreurs, malgré le fait que j'en ai fait énormément. Donc, à chaque fois, j'y repense. Quand j'ai commencé, je me rappelle avoir eu cette réflexion. Je me suis dit, waouh, toutes ces erreurs que je fais, si j'avais pas eu AB, si j'avais pas eu lui, ça aurait été grave. Donc, je pense que juste de ce point de vue-là, ça en vaut l'investissement. Et ce mindset, c'est quoi? C'est ton éducation? C'est les sports de combat, tu crois? C'est tout un tas de choses qui a fait que? C'est marrant, hein, parce que quand on me pose la question, c'est vrai qu'on pose la question parfois sur mon état d'esprit. Je pense que c'est les circonstances de la vie qui font que tu apprends de cette façon-là. C'est difficile à dire. Je pense que j'ai toujours été, en tout cas de ce point de vue-là, l'aspect d'apprendre via negativa, c'est du latin ici, mais j'ai toujours apprécié apprendre de ceux qui faisaient des trucs faux. C'est-à-dire que j'ai toujours apprécié cette valeur-là. Je pense que ça vient de mon éducation aussi. J'ai grandi principalement avec une mère et j'ai pas vu ce que c'était que d'avoir un père qui est là, qui te soutient dans tout ce que tu fais, etc. et qui joue le rôle du père modèle. Mais j'ai appris ce que c'était. Enfin, j'ai appris ce que c'était que de ne pas être un père qui ne faisait pas son rôle. Donc, je sais que c'est un truc que je ne veux pas répliquer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense déjà que si je vais chercher les racines de tout ça, peut-être que ça vient de là. Et à partir de là, j'ai toujours aimé apprendre de cette façon-là. Et j'ai toujours remis en question aussi tous les parcours académiques dans lesquels j'ai pu être inclus. Donc, j'ai toujours apprécié ce qui se faisait sur le terrain. Et j'ai toujours apprécié justement l'éducation et ce qui pouvait être transmis par ces gens qui avaient des résultats concrets. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait voir des choses concrètement. Et tout ce qui est abstrait, ça me gêne. ça me gêne. Pas tout le temps, parce qu'il y a une certaine part de moi qui est assez spirituelle, mais si on peut l'avoir dans le concret, concrètement, c'est ça. C'est OK si c'est abstrait, si on ne peut pas le prouver dans ce qui est concret, comme il y a des pratiques qui sont uniquement théoriques. Mais si on peut le prouver dans la pratique, j'ai envie de le voir. Et j'ai toujours voulu apprendre de ces personnes-là. Excellent. Et je voudrais revenir sur la période équinoxe, parce que j'avais une question que je voulais te poser. Parce qu'il y a beaucoup de personal trainers aujourd'hui qui sont dans des clubs de fitness. Tu as parlé qu'eux, il y avait des process et tout pour trouver des clients. Est-ce que tu pourrais nous donner une stratégie que vous utilisiez justement chez Equinox pour capter des clients? Yes, alors je ne me rappelle plus exactement de la règle c'était la règle du W. C'était le why, le what. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'était tu regardes ce que le client fait, tu vois, what, en gros, le quoi. Ensuite, le why, pourquoi tu devrais, tu vois, l'aider, c'est un truc comme ça. Je ne me rappelle plus c'est le how après le comment, non? C'est pas le. C'était la règle des 3 W, je ne me rappelle plus. Il faut que je revienne vers toi par rapport à ça. je ne me rappelle plus exactement. Et en gros, c'était simplement un drill que tu devais
tu devais mémoriser. Il n'y a rien de formel, mais simplement se dire, OK, tu vois, le client là, tu dois l'analyser pendant, peut-être c'était weeks, je ne me rappelle plus, un truc relatif au temps. C'est-à-dire que tu devais l'analyser pendant un certain temps. C'est pas la première fois qu'il vient, tu vas pas l'approcher. C'est-à-dire, OK, tu l'as vu, tu as vu son comportement, tu as vu comment il agissait. OK, dès que tu as l'occasion, va l'approcher d'une certaine façon. Et un truc que j'ai appris directement aussi, c'était de ne pas vouloir corriger la personne parce que les gens sont directement. Il y a une certaine attaque lorsque tu corriges quelqu'un parce que la personne croit faire juste. Alors, tu viens te positionner avec cet air peut-être arrogant et cette position de supériorité qui n'est pas forcément Ouais, appréciée. tu mets la personne en bas et toi, tu es en haut, quoi. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai appris également de là. Et du coup, savoir approcher cette personne et initier la conversation et ensuite, bien entendu, offrir une session. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, si on devait résumer, c'est vraiment une stratégie d'analyse dans un premier temps, une approche qui est relativement soft pour initier la conversation. Donc, au lieu de dire, hey, tu vois, ça c'est faux, tu dis, hey, t'as déjà, au lieu de dire, hey, ça c'est faux, c'est plutôt, hey, moi j'aime bien utiliser ce type là. Est-ce que tu as déjà essayé de le faire comme ça? Ah, ok, teste, tu verras, tu vas aimer. Et là, la personne dit, ah ouais, je ressens mieux mes fessiers quand je fais ça. Ouais, c'est pas mal, j'utilise depuis un moment avec mes clients. Ah, ok, tu coaches depuis combien de temps? Et bam, la conversation se fait. Et en gros, c'est ça, tu dois apprendre, c'est un peu comme, Mmh. comme initier une conversation avec le sexe par lequel tu es attiré dans la rue. Tu vas trouver la bonne accroche. Et bien, c'est un peu pareil. Il ne faut pas être trop agressif. Il faut savoir se positionner. Et à partir de là, non plus dans la vente, il ne faut pas être trop agressif. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut offrir une session gratuite. Et à la fin de la session gratuite, eh bien, on peut faire le closing et là, on peut vendre. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens, beaucoup de personnels traîneurs font, justement avec cette approche qui n'est pas correcte, si on va dire. Si on peut dire ça comme ça. Excellent. Ouais. Ça me rappelle un bouquin, je ne sais pas si ça te parle, The Game de Neil Strauss, qui est un bouquin de séduction, si tu veux. Et du Mhm. coup, il y a des grands principes qui peut, en fait, pour le personal training ou autre, s'adapter dans toutes les situations, en fait. Donc, excellent. Merci en tout cas du partage. Et du coup, comment tu arrives en Suisse? C'est quoi la suite pour toi? Yes, alors moi j'étais aux États-Unis et j'ai un ami qui m'appelle à l'époque, un ami qui m'appelle et qui me dit Kev, je vois que tu fais ton truc de coaching, ça se passe bien, etc. Je vais lancer une salle de sport. Il était dans le CrossFit, etc. Une box de CrossFit un peu, mais pas affilié. Moi, je lui dis que je suis pas dans le CrossFit. Il me dit, Kev, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire avec toi. Et moi, je me suis dit, écoute, moi, je suis à New York là et je compte pas revenir. Et du coup, il me dit, écoute, réfléchis, il y a des opportunités, il y a de l'argent, etc. Et il m'a un peu pris par les sentiments à ce moment-là. Et c'est vrai que je passais par une période difficile parce que voilà, j'avais ma clientèle, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on était au début. Hein. Donc, déjà, quand tu travailles pour une salle de sport, 70% du revenu est pris par la salle de sport. Après, ce qui te reste, eh ben, c'est taxé. Donc, tu te retrouves avec rien du tout. Tu fais des sessions à 20 balles, ce qui est rien hein, Et tu, pour une grande tu ville te comme New souviens York. combien il te fallait pour vivre là-bas? Alors, c'est simple, hein, je peux te faire le décompte. Ça a toujours été difficile en termes de budget pour moi parce qu'à cette époque-là, je ne budgétisais pas et tout est par semaine. C'est-à-dire que tu es payé par semaine, Ah oui. tu vois. Donc, c'est un peu différent. Et moi, je cherchais simplement à faire un maximum d'argent à gauche, à droite, etc. Donc, je prenais de l'argent. Et j'ai toujours eu assez d'argent. Je me suis toujours débrouillé pour faire en sorte d'avoir mon argent et profiter un peu avec le côté loisir en Ouais, plus des obligations que je devais payer. Mais moi, je vivais dans un appartement, on était deux, on était en colocation, on payait 1600 $ à l'époque, c'était pas cher. ouais, Simplement parce qu'il y avait ce qu'ils appellent les rent control, donc c'était dans les quartiers, dans les quartiers de Harlem. Donc c'était voilà, c'est pas les quartiers les plus huppés, donc bien entendu c'était moins cher, mais ça a énormément augmenté. Donc quand je suis parti, c'est passé de 1600 à 2600 presque, donc tu vois 1000 $, c'était énorme. Après tout est cher, tu as ta carte de métro, tu as le coût de la vie, tu vas payer 1000 $, tu peux compter 1000 $, 1000 $ pour la bouffe. Ouais, tu dois t'en sortir avec 4000 $, ouais. en tout cas, tu vois. Ouais, Donc c'est ce que c'était, disait, ça, j'ai c'était le minimum. interviewé.
Ouais. Ouais, j'avais interviewé Alexia qui était une Française et qui était partie du coup avec un petit capital de départ. Elle était partie du côté de San Francisco dans la Silicon Valley. C'est Et très cher là-bas, ça. effectivement, elle disait que il fallait, tu vois, un minimum de 5 000 $ pour commencer, Ouais, tu vois, ouais, à essayer de vivre et ouais. tout, quoi. Ouais, non, ouais, je pense que j'étais autour de ça, 5 000 $. Ce que je te disais, c'est que j'avais plusieurs boulots en parallèle. C'est très new-yorkais, ça. C'est basé aussi sur l'économie américaine, ce qu'on appelle de gig economy. Ça veut dire que tu as des gigs, c'est des petits jobs à gauche, à droite. Et du coup, bah, je faisais serveur aussi de 16 heures. De 16 Ouais, heures ok. à. Ouais, ouais, je faisais serveur aussi. Euh, T'étais pas coursier? Coursier avec un fixie? Non? Ah non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'aurais pu le faire. Et non, je faisais pas ça. Je faisais donc mon personal training. Je faisais serveur et je faisais bon après je faisais des gigs de mannequin aussi parce que voilà j'ai eu l'opportunité de le faire. C'est une autre longue histoire si je rentre là-dedans, mais en gros j'ai eu l'opportunité de rentrer dans des agences de mannequinat. Après j'avais pas les visas pour, donc ils voulaient m'envoyer en Europe, à Londres ou à Paris. J'ai dit non, je préfère être serveur à New York et rester à New York plutôt que de retourner en Europe. Et après, j'ai quand même eu quelques gigs où je faisais un peu d'argent. Donc, tu vois, j'allais faire un shoot, j'allais faire un défilé, j'étais payé 300, $400, etc. Et ça me permettait chaque semaine de rajouter quelques centaines de dollars à mon budget, si tu veux. Tu Et avais une donc, vie à 100 à l'heure, du coup, à New York. les gens s'imaginent pas. C'est pour ça que quand je suis revenu ici, bah, c'était relativement facile parce que New York, c'était très dur. J'avais une vie vraiment à 100 à l'heure, je dormais pas beaucoup. J'étais extrêmement motivé, j'étais jeune. Donc j'avais faim et je reviens ici et je vois que les gens dorment, quoi. Tu vois? Donc j'arrive dans les salles de sport et je vois les personal trainers qui attendent derrière le comptoir, qui font rien, quoi. C'est la belle T'arrives vie, quoi, à c'est le Genève, du coup? confort. C'est Genève? T'arrives à J'arrive Genève à ou Genève, ouais, voilà, j'arrive à Genève? Genève. Donc Ok. ouais, j'ai sauté un peu les étapes, mais en gros, mon gars m'appelle, et cetera. Il me dit de venir et moi, au départ, je refuse pendant plusieurs semaines, je me rappelle plus du temps exactement. Et au bout d'un moment, je me dis: «Bon, c'était un peu fatigant cette vie à 100 à l'heure. Je me dis peut-être qu'il y a moyen de venir à Genève et voilà, de faire un peu d'argent et ensuite de revenir à New York. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé mon appart. Je venais de rencontrer ma copine avec qui je suis depuis plusieurs années maintenant. Et je lui ai dit, écoute, je vais aller, je vais partir 6 mois et je vais faire en sorte d'économiser et revenir avec un maximum d'argent parce que je savais que c'était possible avec le pouvoir d'achat qu'on avait à Genève et les connaissances que j'avais et ma motivation. Et donc, j'arrive à Genève. La salle de sport, normalement, devait être prête. J'arrive, c'est en chantier, il n'y a absolument rien. Donc, je me Ouais, t'es retrouve à comment, moi. là? Psychologiquement, là? Ah ouais, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je me dis, je peux commencer directement. En fait, non. Mais il me dit, oui, mais ça va aller relativement vite. Mais en fait, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Du coup, bah, je dors chez un ami qui me passe une chambre. Je travaille en boîte de nuit en tant que vigile et je vais à la salle Punaise. de sport. Et ouais, j'ai de la chance. Voilà, je suis grand, costaud. Donc, j'ai un peu d'argent qui rentre de cette façon-là. J'ai encore un appart à New York. Dis-toi, j'ai toutes mes affaires à New York. J'ai tout à New York. Euh, du coup, j'ai, euh, je me retrouve à faire vigile et à construire la salle de sport voilà, avec mon ancien associé, etc. Jusqu'au moment où la salle est complètement prête. On n'a pas les autorisations légales pour relancer la salle parce que l'État n'a pas encore accepté le tout. Nous, on se dit, bon, fuck it, on y va quand même, on lance le truc, on prend le risque parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Et puis voilà, et puis ça a bien pris, ça a pris relativement vite directement. Donc on a réussi à avoir de la clientèle. Et là, le business a commencé à prendre. Et je me suis tellement investi, en fait, je me suis tellement plus investi dans cette salle à nettoyer, construire les meubles, poser le sol, etc., qu'en fait, c'est devenu un investissement personnel. Et on a eu cette conversation au final avec mon ancien associé en se disant OK, ben, on vient, on fait ce truc ensemble. En fait, au lieu que je sois là juste pour aider un petit peu, donc je voulais aider mon pote et profiter un peu de cette opportunité pour faire de l'argent, eh bien, viens, on fait le truc ensemble. Et en fait, c'est devenu un peu mon bébé, cette salle, tu vois. Donc, tu t'investis tellement qu'il y a une C'était quoi attache un studio? C'était émotionnelle. un studio de personal training ou Non, un oui, c'était, comment décrire ça? C'était un mini studio slash luxe personal training, mais classe collective. C'est-à-dire qu'on a OK. réussi à combiner le meilleur des mondes. C'était pas très grand. En surface totale, c'était un peu moins de 200 mètres carrés. Le floor exploitable sur lequel on était, c'était 180 mètres carrés. Lui, mon collègue, faisait du crossfit et il voulait ramener cette idée de cross-training. Moi, je voulais ramener un peu plus de structure à ce monde du cross-training. Donc, je pense que ça a bien matché au début et les gens ont vraiment apprécié. Donc, on a eu des centaines de membres directement. Ça a bien pris. Et après, voilà, j'ai décidé de rester.
Tout simplement parce qu'il y avait cet investissement personnel. Et depuis, je suis là, quoi. Et depuis, je OK. suis là. Je me suis séparé 2 ans après avec mon pote, hein, mon ancien associé, parce qu'on ne s'entendait pas sur certains aspects. Et voilà, j'ai décidé de prendre mon propre chemin. Et depuis, bah, ça a explosé pour moi. Ça s'est très bien passé. Et Et on du est coup, passé à un autre niveau. tu es sorti du club? Comment tu as fait? Ouais, Comment vous êtes je suis sorti du club, on a trouvé un arrangement en termes de parts, en termes de ce qui était dû et moi j'avais plus rien à voir avec le club. Donc là, j'étais à OK, 100 indépendant. OK. Et du coup, quand tu, redémarres, bon, je suppose que tu redémarres pas de 0, mais, quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Bon, Est-ce j'ai que tu as déjà envie une du coup de te dire: «Tiens, bah, c'est l'opportunité peut-être de retourner à New York», ou est-ce que tu as eu un moment, de justement où tu allais transitionner? ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce laps de temps, ma copine est venue vivre, avec moi, donc elle est venue Ouais, ici. Donc là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, heu, enfin, en face à face. Ça faisait déjà une année du coup qu'elle, elle était là et du coup, on se dit: «OK, on fait quoi?» Pour elle, ça a commencé à bien se passer aussi, elle commençait à s'installer aussi. Donc on fait quoi? On retourne à New York, on reste ici? Et puis, on se dit qu'au final, ici, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à prendre, des 2 côtés, autant pour elle que pour moi. Bien que, on avait juste envie de retourner à New York, mais on se dit en termes d'opportunités, New York, on sait à quel point c'est dur. On sait à quel point c'est dur. On sait le niveau de compétition qu'il y a là-bas, alors qu'ici, on arrive ici sur un terrain «vierge» entre guillemets, où on peut tout prendre et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, on est resté et on a poussé le truc. Moi, j'avais déjà une petite présence sur les réseaux sociaux depuis un moment, vu que je partageais déjà depuis à l'époque où j'étais à New York. J'avais déjà, bah, je m'étais installé avec ma clientèle privée. Donc, j'avais déjà une très bonne clientèle privée. Donc, ça, c'était pas un souci pour moi. J'étais très, très, très bien installé de ce point de vue-là. Et voilà, après, j'ai continué à pousser tout ça à travers les plateformes en ligne, à travers ma clientèle. J'ai commencé à travailler avec des plus grands noms en termes d'athlètes. Et voilà, et depuis ça a très bien fonctionné. Je dirais même que voilà, ça se passait pas très bien entre mon collègue et moi à cette époque-là. Donc c'était un peu, tu sais, c'était ce boulet que tu traînes avec toi qui te ralentit dans tous tes projets. Et du coup, ça m'a tellement ralenti qu'au moment où j'ai lâché le boulet, c'était une libération. Et là, j'ai pris mon envol, quoi. Et là, il y a vraiment que des bonnes choses qui me sont arrivées. Alors bon, je vais ressasser le passé, mais je veux pas, appuyer le truc, mais souvent, parce qu'on me Tu pose peux, la tu peux. question, ouais, on te dit: «Est-ce que, si je monte, voilà, si je monte un studio, une box, un club avec quelqu'un, est-ce que je dois m'associer avec, un ami, quelqu'un que je connais, ou au contraire, trouver une personne que je connais pas forcément?» Du coup, moi, ce que je leur dis, c'est que, j'ai les 2 types d'expériences. Il y a des expériences, ça se passe bien, il y a des expériences, ça se passe un peu moins bien. Quel est ton avis par rapport à ça, toi, du coup? C'est une question qui est assez particulière parce qu'on attache le fait de faire un business avec un ami à quelque chose de négatif parce que énormément de personnes ont eu de mauvaises expériences. Et moi, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit lié au facteur amitié. Je pense que c'est vraiment lié au facteur responsabilité individuelle. Je pense que c'est à chacun de faire les choses correctement. Et quand une personne ne fait pas les choses correctement en tant qu'individu, eh bien, ça pose problème. Et moi, dans ma situation, ça a été le cas. Donc, je pense que voilà, c'est plutôt une question d'individu qu'une question d'amitié. Tu pourras très bien le faire avec quelqu'un qui n'est pas ton ami et qui au final ne prend pas cette responsabilité individuelle et qui ne fait pas les choses de manière intègre, et ça va pas marcher non plus. Donc, si je devais donner un conseil, ceci étant dit, en ayant essayé, parce que j'ai monté plein de business, hein, j'ai fait plein de trucs à mon jeune âge, j'ai tout le temps essayé. À chaque fois que j'avais de l'argent, j'ai investi, j'ai fait un truc, j'ai essayé, j'ai monté un truc. Et j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai réussi un peu, j'ai raté. Bref, c'est comme ça, on apprend. Mais ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris 2 choses, si je peux donner un conseil. 1re chose, il faut s'associer, ou si on venait à s'associer, il faudrait s'associer. J'aime pas donner de conseils, donc je vais reformuler ça. Je m'associerais avec quelqu'un qui a des skills qui sont complémentaires aux miens. Quelqu'un qui ne marche pas sur, mes plates-bandes, si on veut. C'est-à-dire que si moi je suis bon dans X domaine, lui il doit être bon dans Y domaine. Il faut pas que moi j'essaie de faire Y et lui il essaie de faire X. Il faut qu'on garde un œil, bien entendu, sur ce que l'autre fait, mais il faut que nos capacités soient complémentaires. Et ça, c'est le premier truc que j'ai appris. Le deuxième truc que j'ai appris en essayant de faire plein de trucs, c'est que en tant qu'entrepreneur, on a souvent cette maladie de l'entrepreneur, j'appelle ça comme ça, de vouloir, dès qu'il y a un truc qui marche, on veut créer un nouveau truc qui peut potentiellement marcher. Alors qu'en vrai, quand il y a un truc qui marche, on devrait doubler sur le truc qui fonctionne. Et, Ça, c'est tellement vrai, c'est ouais, tellement vrai. ça, Je l'ai c'est appris à très mes vrai. dépens, mais c'est Ouais. clair, c'est clair.
Ouais, donc tu vois, tu peux peut-être partager ton expérience, mais moi, ça a été ma plus grosse leçon. Et si je peux l'éviter à quelqu'un, eh bien, voilà, le message a été transmis. Ouais, ouais, c'est tout simplement, mais dans tout, hein, ce qu'on appelle Channing Object, le syndrome de l'objet C'est ça. brillant où en Mhm. fait, ça fonctionne pour toi, mais en fait, c'est plus fort que toi. Il faut que tu ailles, bah, notamment par des projets, tu dis: «Oh putain, non, mais attends, j'ai trouvé un truc là, ça va être énorme et tout». Exact. Et puis du coup, bah, en fait, tu t'écartes du truc qui était ta vache à lait qui te permettait de générer beaucoup de cash. Alors après, bah, Ouais, comme tu dis, on apprend aussi, hein. Enfin moi, tu vois, j'en apprends tous les jours. L'entrepreneuriat, c'est assez fascinant. Après voilà, heureusement que, bah, moi, je suis aussi entouré de mentors et tout qui me disent, à un moment donné: «Qu'est-ce que tu fais là?» Et puis là, ouais, bon, bah, tu te dis hop, tu sais, comme un petit garçon qui dit: «Oh merde, ouais, exact. pardon». Bon, après voilà, c'est sûr que le syndrome de l'objet brillant, c'est assez c'est un peu la même chose aussi avec les médias sociaux, où tu veux être partout alors que pour l'instant, tu vois, même pas focus sur un média social et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, je pense, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. Ouais, je pense qu'on est tous ceux qui ont un peu ce côté entrepreneurial ont les mêmes problèmes. Et je l'ai encore aujourd'hui, hein. Je l'ai encore aujourd'hui et je dois me le rappeler à chaque fois. Je dis non, calme-toi, t'es sur un projet, concentre-toi sur ça. Et je pense que c'est maladif quelque part et on doit juste en être conscient. Mmh, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, ton business model par rapport au personal training, tu coaches encore physiquement ou c'est que du online ou tu fais un peu de hybride? Comment tu t'organises? Ou tu as plusieurs, du coup, offres? Alors moi, ça s'est passé de la manière suivante. Si je te fais un peu la chronologie des choses, je faisais que du personal training et les classes de groupe de par la structure. Ensuite, j'ai transitionné où je faisais que du personal training et directement avec un modèle en ligne. Donc, je faisais déjà du coaching en ligne, moi, depuis 2016. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le personal training, ça a toujours été ma plus grosse, ou à l'époque, c'était ma plus grosse partie de mon revenu. Et j'avais environ 20%, 30% qui venaient du coaching en ligne. Donc déjà, avec un petit following sur Instagram, j'avais déjà des clients que je coachais en ligne. Donc beaucoup de gens, déjà pour ton audience qui va écouter ça, on pense que parfois, il faut avoir des dizaines de milliers de followers, alors que pas du tout. J'avais 2000 followers, je pouvais vivre du coaching en ligne. Après, ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, j'ai transitionné où j'ai fait plus de coaching en ligne et j'avais moins de clients en face à face, tout simplement parce que c'était un choix personnel. Et c'est, à ce jour, c'est ma meilleure période parce que j'avais beaucoup plus de temps libre. Je pouvais m'entraîner 2 fois par jour, j'étais en forme, je me couchais tôt, je n'étais pas stressé, je faisais 2 sessions en face à face. Ensuite, j'avais mes clients en ligne et j'avais un bon revenu. Moins que lorsque j'avais que mes clients en face à face. Mais pour ceux qui ont vraiment déjà charbonné sur le terrain, c'est très éprouvant lorsqu'on fait plusieurs sessions par jour, 6 jours sur 7, parfois 7 jours sur 7. On est fatigué. Donc, j'ai voulu prendre une petite pause. Ça a toujours été des va-et-vient un peu dans ma carrière, entre guillemets, où je me suis dit, OK, non, là, je fais un peu plus dans ligne, là, je fais que du personal training, parce que j'aime le côté humain, bien entendu. Et ensuite, j'ai retransitionné à du personal training. Là, j'ai fait beaucoup de personal training jusqu'à commencer après les formations à échelle. Donc là, j'ai commencé les formations à échelle en. J'ai commencé quand? J'ai commencé tôt, mais le business model n'était pas super. Euh, mais j'ai commencé relativement tôt, mais avec un business plus ou moins correct, bien que je ne savais pas ce que je faisais, je ne maîtrisais pas les plateformes. J'avais une vieille caméra, mais je l'ai quand même fait. Je pense être un des premiers à l'avoir fait d'ailleurs, en tout cas dans la francophonie. Euh, avec ces formations-là, des formations articulaires, etc. Donc, je crois 2019, Mmh. fin 2018-2019. Et là, j'ai vu qu'il y avait un business, en fait. Il y avait un business qui était fou parce que je pouvais vendre un programme à 200 personnes d'un coup. Tu vois, je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade. Donc là, j'ai commencé à m'attarder un peu plus là-dessus. J'ai créé 1, 2, 3, 4 programmes. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que autant avec mes clients en face à face, et je crois que je faisais encore des classes de mobilité à l'époque, aussi. Donc, j'avais une classe de mobilité avec mes clients face à face. En fait, je me rendais compte que dans mes programmes en ligne et dans mes classes de mobilité et toutes les requêtes que j'avais, 50% des gens qui me contactaient, pardonne-moi, étaient des professionnels du sport et de la santé. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bizarre, c'est assez particulier parce que je n'avais pas le client. Tu sais, l'avatar, en général, en marketing, Mmh. on te dit, ouais, tu dois avoir ton avatar. Et moi, je voyais que j'avais une population qui était assez diverse, mais qui était assez. Voilà, il y en avait assez pour faire un truc. Donc, je me suis dit, ah, tiens, il y a plein de gens qui veulent en apprendre plus sur ma façon de procéder. J'avais déjà eu plusieurs succès avec plusieurs clients, avec certains noms, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de partager avec les professionnels du sport et de la santé davantage. Parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'on fait le plus beau, l'un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on peut avoir un impact positif dans la vie des gens. Et j'adore cette industrie du fond du cœur. Et je me suis dit, le meilleur moyen
d'avoir un impact positif dans l'industrie, eh bien, c'est de faire en sorte que d'autres personnes aient cette mentalité et partagent certaines pratiques pour qu'ensemble, on puisse impacter encore plus de gens. Et ça a été ma mentalité. Du coup, j'ai stoppé les petites formations à échelle pour accessible à tous et j'ai dédié une année à créer un programme de mentorat. Ok. Donc là, j'ai créé un programme de mentorat où je me suis dit, je vais partager tout ce que je sais. Et quand je dis tout, je le mets en majuscule ici, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis tout ce que je savais. Comme ça, voilà, je me dis, les gars, moi, ce qui a marché pour moi, c'est ça. Maintenant, prenez ce qu'il y a à prendre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dédié environ 1000 heures, 1000 heures de travail, entre 800 et 1000. Ça m'a pris beaucoup de temps en parallèle. Je faisais encore mon personal training, donc c'était une des périodes les plus stressantes de ma vie. Concrètement, en plus, j'ai ma femme qui est enceinte, mon petit elle a accouché, mon petit qui est arrivé, donc c'était tout en même temps. Très compliqué, limite du burn-out. J'avais fait une vidéo, voilà, j'en pouvais plus. Et du coup, le business en ligne, après, j'ai décidé là récemment d'arrêter avec mes clients face à face. Tout simplement parce que la balance avait changé. C'est-à-dire qu'avant, je gagnais plus avec le personal training et je gagnais très, très bien ma vie. Enfin, en toute transparence ici, je pense que les clients que j'avais étaient les clients de. Enfin, c'est le rêve de tous les personal trainers. Le high ticket, j'ai plusieurs high tickets, des gens qui sont dans des milieux les plus haut placés. J'habite à Genève, donc c'est la chance que j'ai aussi d'être exposé à ce genre de clients qui m'ouvrent plein d'opportunités, des gens qui sont extraordinaires aussi. Et en parallèle, j'ai voilà, mon business en ligne. Mais en fait, le business en ligne a pris le dessus sur les clients face à face. Et je me suis dit, OK, là, j'étais en train de trop négliger mon business en ligne qui, normalement, me rapporte plus parce que je dédiais trop de mon énergie avec mes clients face à face. Du coup, bah, j'ai dû choisir le choix logique aussi par manque de temps parce que maintenant, j'ai un enfant. Avant, je m'en foutais. Je travaillais 16 heures, 18 heures par jour s'il fallait. J'étais un monstre. Et maintenant, je peux plus. J'ai mon taf premier qui est mon taf de papa. Donc, à 16 heures, j'arrête et je suis un papa. Et donc, ça a chamboulé complètement ma vie en termes de disponibilité. J'ai dû donc arrêter avec mes clients face à face. Et là, je me suis dédié uniquement à la formation en ligne, programme en ligne pour monsieur, madame, tout le monde et pour les professionnels du sport et de la santé. Donc, voilà, aujourd'hui, je fais strictement que ça depuis juillet de l'année passée. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire ouais, quelle est ta vision, toi, du personal training, du coaching là, dans les 5 à 10 prochaines années? Comment tu vois justement avec la Covid, le confinement, tout ce qui s'est passé? C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Moi, je pense que c'est un métier qui va croître. Je pense que c'est un métier qui va grandir, malgré le fait que voilà, on ait accès à de nouvelles technologies, par exemple comme l'intelligence artificielle, où plein de métiers vont être remplacés. Je pense que les métiers du service ne vont pas être remplacés. Donc, il y aura énormément de valeur à apporter pour ceux qui sont calés, qui connaissent les règles du jeu et qui savent maîtriser le monde du service. Je pense qu'il y a un truc à faire, un gros truc à faire. Je ne pense pas que notre métier va disparaître. Je pense que il y aura beaucoup plus de demandes parce que, d'après ce que je vois, on ne devient pas moins sédentaire. Ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'on a ces avancées technologiques, mais fondamentalement, notre biologie est la même depuis des milliers d'années, donc on répond exactement aux mêmes demandes. C'est-à-dire qu'au final, les gens vont avoir les mêmes problèmes articulaires, les mêmes problèmes de santé liés au manque de mouvement, Et on est de plus en plus obèses, paradoxalement. Exactement. Donc, tu vois, c'est là où je pense que notre métier va avoir de plus en plus de valeur. J'espère en tout cas qu'on va être un peu plus considéré également dans l'industrie de la santé. Moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je me force à chaque fois à nous appeler des professionnels du sport et de la santé et pas simplement des coachs parce que j'aime pas cette connotation qui, au final, qui est assez réductionniste quelque part. On le voit simplement comme des gars qui comptent des répétitions, alors que je pense que ça va bien au-delà de ça. Et donc, voilà, je pense que dans quelques années, le monde de la musculation va être beaucoup plus reconnu et beaucoup plus recommandé par le corps médical. Je fais des prédictions, comme ça je pourrais utiliser ce clip dans 5 ans, 10 ans. Euh, mais à l'époque, on disait, tu vois, qu'il fallait simplement aller courir, aller faire du cardio et des trucs comme ça. Et je pense que petit à petit, on va arriver dans une ère où les médecins vont dire, ah, les gars, allez à faites de la musculation. Ok, je ne sais pas faire de la musculation. Bah cool, il y a des personnels traîneurs pour ça, il y a des coachs sportifs pour ça. Et je pense que là, voilà, on va avoir une montée en force. Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, le fait de travailler sur la force avec des exercices, des entraînements de résistance, ça a énormément de valeur d'un point de vue longévité. Et je pense que c'est la prochaine recommandation. Donc voilà, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Moi, j'ai foi sur tous les aspects. Si, encore une fois, on sait s'adapter. Mais il va falloir s'adapter parce qu'il va y avoir plein de changements.
Toi, Comment tu quel vois, est ton... exactement la même. Moi, je suis toujours, je suis très, très positif quant à notre avenir. J'ai vu vraiment moi, j'ai démarré le personal training, quand il y en avait pratiquement pas en France et tout, donc je vois un peu la tendance et je veux dire, quel que soit, ce qui a pu se passer ou qui peut se passer, je veux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, certes, on fait le plus beau métier du monde, mais surtout, on a une utilité, tu vois? Ouais. Et je pense que le métier aussi de personal trainer est en train de changer. Tu vois, comme on l'avait expliqué, moi, on m'a expliqué que voilà, c'était simplement la partie vraiment entraînement. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être beaucoup plus que ça, parce que pour impacter la vie des gens, c'est pas simplement de bouger le mardi de 18h à 19h. Ça doit être beaucoup plus dans un écosystème. Donc, il y a beaucoup plus de champs de compétences que le personal trainer doit maîtriser. Donc, ça, c'est la variable, je pense, qui change là depuis quelques années. Ou comme tu l'as dit, par exemple, si les gens te posent des questions sur la nutrition, sans forcément être un chercheur en nutrition, mais tu vois, tu dois pouvoir, tu vois, tout dépend quel type de profil de personne tu t'adresses. Mais bon, voilà, il y a quand même des choses, tu vois, sur le sommeil, sur le stress, il y a plein aujourd'hui de choses où bah, il faut quand même s'intéresser à tout ça. Tu vois, on parlait de curiosité, je pense qu'on est en plein dedans. Donc ça, je pense que voilà, il faut, tu vois, même moi le premier où j'ai changé un peu ma vision des choses et c'est ça aussi qui rend, en tout cas, l'attrait de la profession intéressante, c'est que, tu vois, il faut continuer à se former. C'est ça qui est parce que si je faisais toujours la même chose, je pense que, tu vois, au bout d'un moment, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir autre chose. Donc le fait que le métier se renouvelle, il évolue, bah, je suis obligé d'évoluer avec lui et pour moi, ça, c'est assez excitant et je suis très positif, moi, pour notre avenir. Pour différents modèles, c'est clair que la Covid, le confinement, ça a été cool parce que ça a accéléré le processus par rapport à la digitalisation de certaines choses, du coaching online, de l'hybride. Enfin, tout ça, pour moi, c'est que positif. Ouais, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Donc, voilà, pour moi, c'est hyper positif tout ce qui est en train d'arriver. Non, c'est clair. Et tu vois, je me permets de rebondir encore sur ce que j'ai mentionné. J'ai mentionné l'intelligence artificielle, je l'ai déjà mentionné dans plusieurs podcasts. Il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Et les métiers qui vont disparaître sont ceux qui n'ont pas la capacité d'individualiser leur service. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu es un personal trainer ou un professionnel de la santé et que tu penses de manière générique, tu vas être remplacé. Et c'est pour ça que je dis, on travaille avec des systèmes, des êtres humains, des systèmes complexes. Et si on arrive à penser en système complexe et à s'adapter au moment voulu à toutes ces variables, c'est là qu'on va avoir beaucoup de valeur. Mais ceux qui pensent de manière générique vont disparaître. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait je l'ai même dit à l'hôpital, dans un séminaire, j'ai fait un séminaire à l'hôpital de la Tour. Il y en a qui étaient un peu vexés quand, quand j'ai dit ça. Mais je disais que je citais Yuval Noah Harari dans un de ses livres qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle, qui expliquait que l'intelligence artificielle allait remplacer plusieurs métiers, dont les médecins généralistes, etc. Pourquoi? Parce qu'ils pensent de manière générique. Donc, on a 5 minutes avec eux, ça coûte extrêmement cher. Et en gros, ils font des connexions entre symptômes, diagnostics, médicaments, traitements. Et ça se fait très, très rapidement avec très peu d'individualisation. Et n'importe quelle intelligence artificielle peut le faire à moindre coût et beaucoup plus rapidement avec une marge d'erreur qui est beaucoup plus petite. Parce que la librairie qu'un médecin peut avoir, et sans manquer de respect aux médecins ici, mais c'est juste manquer de respect plutôt aux médecins qui pensent de manière trop générique, eh bien, ces derniers vont être remplacés. Et si en tant que professionnel du sport et de la santé, incluant les coachs et les personnels trainers, on utilise ce même mécanisme, eh bien, on va être remplacé également par l'intelligence artificielle. Mais ce qui est bien, c'est que justement, on travaille avec des systèmes complexes et si on arrive à apprécier cette complexité, eh bien, ça devient beaucoup plus intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on est le seul métier dans l'industrie du sport et de la santé qui avons la capacité de voir nos clients plusieurs fois dans la semaine avec une durée qui est relativement longue, 1 heure et quart, etc. Un médecin, tu le vois pendant 5 minutes. Ton physio, ton kiné, tu le vois pendant 30 minutes. Alors, l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens n'est pas à négliger. Et c'est pour ça qu'on doit prendre ce métier au sérieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit être considéré comme étant des vrais professionnels du sport et de la santé et agir en tant que tel. Et ça va bien au-delà de simplement compter des répétitions et penser juste musculation. Et si tu penses comme ça, je pense que tu as un bel avenir. Yes. Belle parole, belle parole. Et ça m'a fait penser qu'il faut que je teste. Je n'ai pas testé encore sur ChatGPT. Si je lui dis que j'ai une angine, qu'est-ce que je dois faire? Et je ne sais pas s'il me répondrait. Tiens, je regarderai après notre. J'ai testé plusieurs trucs. J'ai testé T'as plusieurs testé? trucs, c'est intéressant. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai testé un peu plus. Je suis un peu dans le domaine aussi articulaire, c'est un peu mon dada. Et il y a du boulot encore pour ChatGPT, donc on est bien. Ouais. Mais, Ok. mais tu vois, pour la nutrition, c'était assez intéressant.
J'ai demandé, est-ce que tu peux m'écrire une diète pour quelqu'un qui doit consommer 2000 calories pour perdre du poids? Et il m'a tapé la diète. 2 repas par jour ou 3 repas, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. 2 minutes, une diète complète. Et ensuite, je dis, attends, mais cette personne est intolérante au lactose et au gluten. Pas de problème. La diète est écrite, tu vois, et facile. Donc, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'est assez générique ici dans ce processus-là. Après, tu as simplement à changer. Hein. Il y avait des œufs. Ah, cette personne ne peut pas manger, ne sont pas bien avec des œufs. Ok, Et c'est incroyable. Tu n'as plus à réfléchir, en fait. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Mais c'est un monde. De toute façon, c'est comme tout, la technologie. C'est un peu comme je l'expliquais il y a quelques jours dans un autre podcast, où à l'époque, quand j'ai commencé à voir les mondes connectés, la technologie et tout, je me suis dit, putain, ils sont en train de remplacer notre métier, tu vois. Donc tout de suite, le mindset de merde, c'est de se dire, ouais, je veux pas en entendre parler et tout. Bon, heureusement, j'ai un peu évolué et j'ai changé. Et aujourd'hui, du coup, j'utilise forcément la technologie pour améliorer du coup mon service, tu vois. Et ça change tout, tu vois. Quand tu changes de mindset, tu vois les perspectives. Donc, tu peux te dire, ouais, l'intelligence, c'est de la merde, ça va, bon, ok. Ou te dire, bon, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour que ça aide encore plus mes clients, tu vois. C'est ça. Et je pense que c'est la clé de toute façon dans tout, et c'est assez transversal, encore une fois, c'est savoir s'adapter. Savoir s'adapter, c'est la clé. Yes. Je vois que l'heure tourne. Tu as une deadline? Non, c'est bon. Parce que ton message en tant que papa, parce que moi j'ai un petit Mathéo qui a 3 ans, et comme tu le dis, moi avant c'était focus boulot, projet, business et tout. Maintenant, comme toi, le numéro 1 pour moi dès que je me lève, c'est mon fils, et bientôt un deuxième. Donc, merci. Et comment ça se passe, toi? Comment ça s'est passé au niveau du coup mindset, au niveau voilà, changement et tout? Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui nous écoutent, qui ont une famille, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ce que je leur dis. Alors quand tu es jeune et tout, tu es focus, ok, mais j'essaye de les alerter sur le fait qu'à un moment donné, si tu es trop dans le business ou autre, où tu te mets des œillères et tout, tu risques peut-être aussi à un moment donné de te cramer. Et toujours cet équilibre, elle n'est pas évidente à trouver. Je ne sais pas toi comment tu fais pour gérer, mais cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais avec ta copine? Maintenant, tu es devenu parent, papa. Comment tu gères tout ça? Alors moi, c'est marrant parce que je ne crois pas en cette notion d'équilibre. Enfin, j'y crois dans le sens où c'est que conceptuel et théorique. Mais j'y crois pas au point où je pense que c'est quelque chose que je dois appliquer. Parce que aujourd'hui, je suis forcé, bien entendu, de le faire parce qu'on a des responsabilités, des obligations qui créent cet équilibre, entre guillemets. Et encore, c'est pas vraiment l'équilibre souhaité parce que l'équilibre, c'est pas le bon mot, l'équilibre. Ouais. C'est pas le bon mot, mais oui. Une répartition de tâches, peut-être, on va appeler ça comme ça. C'est une répartition de tâches qui est différente. Mais ouais, moi, je suis plutôt du style à. Je suis plutôt du style à donner jusqu'à ce que je puisse plus donner. Donc, je suis plutôt dans la notion du déséquilibre où vraiment, je vais donner tout ce que j'ai à donner. Et au moment où je dis, putain, je peux plus, j'arrête. Et je prends une pause. Moi, je fonctionne comme ça. Et j'ai remarqué que c'est pas le modèle le plus sain, mais de par mes ambitions, c'est tout ce que j'arrive à faire pour l'instant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'aimerais bien, tu vois, il y a un moment où, pour moi, la période du Covid, c'était la meilleure période en termes de, sans manquer de respect à toutes les personnes qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre. J'ai été affecté aussi, j'ai perdu un business, j'ai perdu 150 000 balles, donc je sais un peu de quoi je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une période où je me suis posé, je pouvais regarder la télé, je regardais des séries Netflix, je faisais jamais ça. Tu vois, donc c'est des petits trucs comme ça que j'apprécie. Là, récemment, j'ai envie d'acheter une PlayStation. J'ai pas joué aux consoles vidéo depuis 12 ans. Mais juste pour me dire, OK, c'est mon moment de pause. Tu vois. Et après, là, en tant que parent, c'est aussi très dur parce que j'ai pas vraiment de moment de pause. C'est assez compliqué, cette notion d'équilibre. Et peut-être que je veux pas trop m'y attacher parce que même quand tu essaies de l'organiser du mieux que tu peux, il y a plein il y a plein de trucs qui peuvent arriver et qui peuvent déséquilibrer le tout, qui peuvent changer ton quotidien et du coup ça fout tout en l'air. Donc je m'attache pas trop à cette notion d'équilibre, franchement, et
Et je suis en paix avec ça, pour être honnête avec toi. Je suis vraiment en paix avec ça et je me dis, je donne tout ce que j'ai à donner. Je suis jeune, je suis en forme, je suis en bonne santé, par la grâce du Tout-Puissant. Et tant qu'il y a un truc à donner, je vais le donner. Et je vais vider la batterie jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et voilà, donc je pense que c'est comme ça. Après, le jour où j'atteins mes objectifs, où je suis un peu plus relax, on va dire, peut-être que je reconsidérerai les choses différemment. Mais pour moi, c'est le mindset. Et c'est le mindset d'entrepreneur et d'hustler et de se dire, je veux pas pousser le truc à l'infini. C'est-à-dire que je veux pas avoir, je suis pas gourmand dans le sens où je me dis, ah, il faut toujours plus. Non, j'ai bien entendu des objectifs qui sont chiffrés. Et une fois que j'atteins ça, peut-être que je me dis, je relaxe un peu. Voilà. Je sais pas comment tu Ok. vois le truc, comment toi tu gères, mais. Ouais, je pense que c'est les bonnes problématiques. Après, je pense que j'ai pas la solution, mais aujourd'hui, de toute façon, une fois que tu deviens, enfin, en tout cas, moi personnellement, ma conviction, c'est voilà, de mettre mon fils. Après, quand tu as aussi un business, c'est qu'à un moment donné, même si tu aimes ta femme, tu as ton fils et tout, bah, il faut aussi que le business fonctionne. Tu vois, il y a des Voilà. fois, alors moi j'ai aussi un business physique avec une équipe de coach ou autre. Voilà, quand il y a une merde entre guillemets, bah, il faut la Je régler. suis d'accord. Je veux dire, même si j'adore mon fils, voilà, il y a un moment donné. Et donc voilà, c'est aussi le propre de l'entrepreneur, c'est voilà, de trouver des solutions quand il y a des problèmes, essayer de faire le maximum et essayer de donner le meilleur de soi-même. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, même si parfois, voilà, il y a des fois, il y a des difficultés, mais en soi, c'est ça, c'est trouver le mot, c'est peut-être pas voilà, ce côté équilibre, mais c'est vrai que ça change la vision des choses. Moi, en tout cas, ça a changé la vision que j'avais du business, tu vois. Ah Donc, non, clairement, moi aussi, moi aussi. T'es obligé aussi en même temps. C'est-à-dire que tu peux plus consacrer la même énergie, le même temps. Donc il y a plein d'adaptations qui doivent être faites. et où est-ce qu'il veut aller, Kevin, du coup? C'est quoi tes ambitions? Mes ambitions, écoute, franchement, mon ambition maintenant, j'ai envie de partager vraiment tout ce que je sais à l'heure actuelle avec la population, avec mon audience. C'est vraiment mon objectif, sous forme de contenu gratuit, sous forme de programme, sous forme de formation. Et quand j'aurai vidé ce que j'ai en tête, et j'ai déjà un plan d'action, bien entendu, eh bien, peut-être que là, je reconsidérerai les choses, mais je pense que j'ai des choses à faire pour, en tout cas, les prochaines 2 années. donc, voilà, c'est vraiment mon objectif à court terme. Et à long terme, je ne sais pas. Je pense qu'à long terme, si je te parle businessment parlant, j'en ai aucune idée. Je pense vouloir continuer dans mon industrie d'une façon ou d'une autre, euh, avec moins d'investissement en termes de temps. Et j'aimerais éventuellement me retrouver dans un pays au soleil, tu vois, toute l'année. C'est vraiment, je pense que Ouais, c'est j'allais te ma poser la destinée. question si vous vouliez retourner à New York, aux States, si c'était dans vos projets lointains ou pas forcément. Ah oui, tu vois, moi j'y pense Vous y êtes retourné, du coup, en week-end ou en semaine, enfin, non? Non, même pas, Ok, c'est fou, hein, ok. même pas. Moi, je suis retourné aux États-Unis pendant la off-season, vu que je travaille avec des athlètes. Je suis parti Miami, Atlanta, tout ça, mais je suis pas retourné à New York parce que j'étais tout seul. Sinon, ma femme allait m'en vouloir, elle allait me tuer. Donc, j'ai dit, je vais pas prendre le risque. La paix à la maison, c'est mieux. Mais, euh, mais non, mais on y a pensé. Après, pour être transparent avec toi, le pays est un peu fou aussi sur certains aspects. On apprécie l'éducation qu'on a en Europe, ici en Suisse particulièrement, la sécurité qu'on a en Suisse particulièrement. Donc c'est vrai qu'on considère toutes ces choses-là avec un enfant. Et pour avoir l'équivalence, déjà on l'aura pas exactement, mais pour avoir l'équivalence à New York, en tout cas à New York, il faut être très fortuné. Et voilà, très, 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 très fortuné. Pas un peu. Mm. Voilà, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on considère toutes ces choses-là. Après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je me dis, ce serait bien de vivre au soleil. Je ne sais pas où encore. Après, on fait les pour et les contre. Et c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme quand tu cherches un nouvel appart, la cuisine est bien, mais le salon n'est pas bien, ou le salon est bien, mais la cuisine est moins bien. Tu vois, t'as toujours ces dilemmes-là. Donc, on n'a pas trouvé l'endroit exact encore. Et il y a plein de facteurs à prendre en considération maintenant qu'on a un enfant. Si j'étais seul, il y a pas photo, je serais reparti à New York. Parce que j'ai pas peur, moi, de recommencer à zéro. J'ai pas peur de dormir avec des souris. Je m'en fous. Mais là, avec un enfant, une compagne, c'est pas la même chose. Donc, on analyse les choses différemment et en temps voulu, je pense qu'on prendra la bonne décision. Mais on y réfléchit. On y réfléchit. Ok. Dernière petite chose, Kevin, parce que c'était aussi un point que je voulais aborder avec toi.
je pense que tout personal trainer aujourd'hui devrait en tout cas s'intéresser à devenir une sorte de média. Toi, tu as compris assez rapidement, alors je ne sais pas en quelle année, mais que parler, tu vois, que créer du contenu, ça allait t'amener justement à créer une communauté, de converser avec des gens et potentiellement pouvoir faire du business avec ça. Comment toi, tu l'as compris et comment toi, aujourd'hui, tu fais pour créer autant de contenu? Parce que l'une des objections que j'ai à chaque fois, ouais, mais on dit, j'ai pas le temps, tu vois. Comment tu gères tout ça? Je pense que la plupart des personal trainers qui disent qu'ils n'ont pas le temps ont le temps. S'ils ils ont pas le temps, ils ont intérêt à être très fortunés. Parce que si tu n'as pas le temps, c'est que tu fais beaucoup de sessions dans la journée et que voilà, donc tu as un très 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 bon revenu et que tu estimes que tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu n'es pas dans cette position qui est très confortable, eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. C'est la première chose. Parce que tu es obligé de t'exposer aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour, euh, pour faire grandir ta marque. Aujourd'hui, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de développer une marque. Et, euh, et toi, tu peux être ta propre marque en tant que coach sportif, en tant que personal trainer. Et le seul moyen de le faire, eh bien, c'est de le faire à travers les réseaux sociaux, à travers le monde digital. Donc, pour moi, c'est pas une option. C'est quelque chose qu'on doit étudier constamment. Je le répète à chaque fois aux élèves. On doit passer du côté étudiant, analyse et pas simplement rester dans le côté consommateur. Et malheureusement, beaucoup se contentent d'être des consommateurs au lieu d'être des étudiants. Et un autre truc qui est peut-être lié à ma façon de voir les choses depuis petit et ce côté un peu rebelle face à l'autorité, bien que je ne sois pas rebelle dans le sens où je n'accepte pas les ordres, mais plutôt que je questionne ce qui est dit. Je dis toujours, des gens me disent parfois, oui, mais tu remets en question les dires d'un expert ou d'un autre expert. Et j'ai du mal avec ce terme-là, expert, bien que certains puissent me considérer comme un expert, j'aime pas trop cette connotation, parce que pour moi, les experts ne sont que ceux qui ont osé faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire, c'est-à-dire exposer leur savoir. Et on devient un expert simplement lorsqu'on expose notre savoir et pas simplement par le fait d'acquérir des connaissances. Parce qu'il y a des gens quelque part dans leur chambre qui sont coincés dans leur studio, qui n'ont jamais exposé leur savoir au monde et qui en ont bien plus que peut-être les experts qu'on considère le plus aujourd'hui. Donc, il y a cette connotation qui place les gens sur une hiérarchie en termes de supériorité qui ne devrait pas tout le temps avoir lieu, bien que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter ce travail-là, vu que moi je fais ce travail et que j'apprends également de ces personnes-là. Mais si tu vois les choses de cette façon-là, tu dis, OK, c'est différent. Moi, j'ai une certaine expertise et je peux partager mon expertise sur les réseaux sociaux et cette expertise va affecter certaines personnes et éventuellement ça va m'amener du business. Donc déjà, si les gens arrivent à voir les choses de cette façon-là, je pense que ça va amener de la valeur à leur contenu, ça va amener de la valeur à leur audience et ça va leur apporter du business. Ensuite, la dernière chose que je pourrais dire là-dessus, concernant cette exposition sur les réseaux qui est primordiale, eh bien, c'est que ouais, c'est pas un choix, c'est pas un choix. Je l'ai dit encore une fois, je me répète, tu es obligé de le faire et c'est le seul moyen d'avoir un impact dans la vie des gens. Beaucoup de gens pensent que on ne devrait pas partager. Peut-être que certaines personnes sont réticentes à l'idée de partager du contenu gratuit et se disent ouais, pourquoi je vais partager du contenu gratuit alors que les gens me payent pour ça. Mais cette idée est complètement erronée parce qu'au final, les gens vont te payer peut-être même pour répéter ce que tu as déjà dit, mais pour le répéter de façon individuelle. Et encore, si tu arrives à tout partager à travers ton contenu gratuit, surtout avec ces plateformes qui ne nous donnent que accès à du format réduit, eh bien, c'est que tu n'as pas assez de connaissances et dans ce cas-là, tu dois continuer à apprendre. Mais ça va donner un avant-goût et en donnant cet avant-goût, eh bien, éventuellement, tu pourras développer un peu plus en ramenant ses prospects et les transformer en futurs clients. Donc voilà, le monde digital, pour moi, c'est très important et je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Finalement, c'est que le plus important, c'est qu'il faut créer un mind shift, un changement d'état d'esprit et se dire, je ne suis pas que un entraîneur, mais je suis une compagnie média. Et moi, ça a été le plus grand mind shift qui m'a servi dans ma carrière aujourd'hui en me disant, OK, Kev, tu vois, ta session, là, tu dois arriver à l'heure parce que ça, c'est ta casquette de coach sportif. Mais ton taf, c'est aussi de poster un truc tous les jours ou tous les 2 jours, peu importe la fréquence à laquelle voilà, qu'on a déterminé être correct. Mais c'est mon taf. Donc, je suis une compagnie média et par conséquent, je dois fournir le travail en tant que compagnie média. Et ça, vraiment, ça a été un changement d'état d'esprit pour moi. Et je pense que si tout le monde l'applique, ça va faire que fructifier leur business. J'en suis persuadé à 100%. Et peut-être dernière chose, si je me permets, on dit,
parce que j'entends tellement celle-là que j'ai envie de soutenir les collègues, c'est que parfois on se dit, ah, mais il y a tellement d'autres personnes qui le font, toi tu le fais, Andy le fait, Kevin le fait, X le fait, Y le fait, pourquoi les gens m'écouteraient? Et c'est ça qui est beau dans la psychologie de l'être humain de manière générale, c'est que on va inspirer des gens qui ne vont pas être inspirés par autrui. Et c'est ça qui est beau, c'est que toi, tu vas pouvoir inspirer, impacter des gens qui vont plutôt être en accord avec ton message, avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ton parcours, etc. Et donc, tu peux avoir un impact dans la vie de ces gens-là. Et ça, c'est pas un truc à négliger. Et je pense que même c'est quelque chose qu'on devrait considérer comme étant une responsabilité, un dû, un devoir. Et quand tu dis, OK, je peux impacter ces gens-là qui sont inspirés par ma personne, eh bien, je dois faire quelque chose. Et quand tu comprends ça, eh bien, je pense que ça change énormément de choses. Demain, tu n'as plus de communauté, tu redémarres de zéro, tu fais quoi? Je recommence. Je recommence. Compte Insta, YouTube, la même. Je fais exactement la même chose. Je recommence. Et il y en a qui ont essayé de me faire sauter mon compte Insta. Je vous vois, les gars, si vous écoutez ça. Je vous vois. Non, je recommence. Je recommence. Je recommence. Comme j'ai recommencé tous les trucs que j'ai ratés, je recommence. Il y a... La première la vraie question, c'est ça, on dit. C'est quelle est l'alternative? Non, mais il n'y en a pas. Mais je savais très bien ta réponse. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, je te pose la question à toi plutôt en la posant à l'audience. Parce que souvent, les gens posent des questions, mais ils ne se posent jamais la vraie question qui est fondamentale. C'est quelle est l'alternative? Il n'y a pas d'alternative. Tu vois? Sauf si tu abandonnes. Mais est-ce que c'est une possibilité? Tu abandonnes, tu ne peux pas abandonner. Enfin, abandonner. Dans ce cas-là, sortir de l'industrie, oui. Si c'est envisageable. Mais abandonner, imaginons que tu aies des responsabilités, tu fais quoi? Tu vois? Et je pense que souvent, c'est ça, c'est que les gens ne considèrent pas qu'il n'y a pas d'autres alternatives parfois. Alors, si tu as d'autres alternatives, d'autres options à explorer, force. Mais pour la plupart, on n'en a pas. Donc voilà, je pense que c'est le vrai problème en fait. Tu proposerais aujourd'hui de réattaquer sur Insta? 100%. Si tu devais choisir une plateforme? Ouais, c'est ça? C'est plus dur. Enfin, c'est plus dur. Moi, je pense que j'ai commencé, ou en tout cas, quand le following a commencé à grandir, c'était déjà dur. J'ai pas eu de boost, j'ai personne qui m'a aidé, il y a personne qui a posté mes trucs. C'est moi qui l'ai fait organiquement. Mon podcast, pareil, j'ai pris un micro. D'ailleurs, j'étais même pas dans la francophonie. C'est simple que ça. J'ai transitionné dans la francophonie il y a 3 ans. Même pas. Tu vois, tout mon contenu était en anglais. J'ai tout fait, tous mes clients, toute ma clientèle, même en privé, était en anglais. J'avais un client francophone, 2 clients francophones. Et donc, j'ai commencé, j'ai commencé de zéro. Et encore une fois, la vraie question, c'est quelle est l'alternative? Parce que au final, peut-être que tu ne vas pas grandir de manière exponentielle. Et encore, aujourd'hui, je débattrais que c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, parce qu'avec les réels, etc., tu peux avoir une exposition qui est beaucoup plus grande. Mais si tu as un follower en plus, qui est un client potentiel en plus, bah, c'est déjà ça. C'est mieux que zéro. Parce que l'alternative, c'est zéro. L'alternative, c'est zéro. Donc, qu'est-ce qui est mieux? 1 ou 0? C'est sûr. Tu vois? Donc, ouais. Merci en tout cas de ce partage. Est-ce que tu as une ressource, un podcast ou un livre voilà, qui t'a inspiré ou que tu as lu récemment et qui était intéressant pour toi? Moi, j'ai beaucoup de livres qui m'ont inspiré, mais qui ne sont pas liés au monde du fitness, mais qui, selon moi, partagent des principes qui sont assez transversaux et qui doivent s'appliquer dans le monde du fitness. Alors, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé d'un de mes livres préférés qui s'appelle Skin in the Game de Nassim Taleb. Donc, je vous invite à le lire. Moi, je suis un grand fan de tous les livres de Nassim Taleb. Dans mon programme mentorat, je parle également du Black Swan. Je pense que c'est un livre qui partage énormément de principes qui doivent être appliqués dans le monde du fitness. Et je l'ai utilisé également dans mon programme mentorship, je le mentionne. Donc, il a fallu que je le lise 2 fois, moi. Ouais, ils sont relativement complexes. Mais moi aussi, je les ai lus plusieurs fois. Je crois que le Skin the Game, je l'ai lu 3 fois. Je l'ai lu et ensuite je l'ai réécouté. Je l'ai lu et réécouté en même temps avec l'audiobook. Pareil, Black Swan, Antifragile. Voilà, c'est la trilogie pour moi. Si vous lisez ces 3 livres, moi personnellement, ça a changé ma vision du monde. Donc, ce que je dis, c'est assez profond. Donc, voilà, moi, je conseille vraiment ces 3 livres de Nassim Taleb, surtout dans cette industrie où on peut vite se faire avoir. Donc, ça nous permet vraiment de développer notre esprit critique. Et je pense que apprendre à penser, c'est la meilleure arme qu'on puisse avoir aujourd'hui, dans cette nouvelle ère. Et ça, c'est encore une fois, c'est assez transversal, mais dans notre industrie, c'est fondamental. Bah, merci Kevin, en tout cas, de ton partage. C'était hyper inspirant. J'espère que tout le monde a pris
a pris des notes et a pris son boost de motivation. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup? Yes, merci à toi de m'avoir permis de partager tout ça avec ton audience. On peut me suivre sur différentes plateformes. Alors, je suis le plus actif sur Instagram, @K-Swiss-8fit. Ensuite, je suis également sur YouTube avec le même hâte. Je sais pas comment on dit ça, mais sinon mon nom complet c'est Kevin Ferreira, F-E-2-R-E-I-R-A, et j'ai un podcast qui sort également tous les jeudis et parfois un Mindset Monday le lundi qui s'appelle le K-Swiss Show. Donc le K-Swiss Show, S-H-O-W. Voilà. Excellent. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la partie ressources, description. Merci Kevin, merci à tout le monde en tout cas, c'était vraiment un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion, parce qu'on n'est pas très loin donc de se voir en vrai. En tout cas, tu es où toi? Tu te situes où? Je suis à Dijon. Ah ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, ouais. Donc merci tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire, ça permet du coup à l'algorithme du podcast de monter. En tout cas, merci à tous et puis au plaisir et à la semaine prochaine. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.